6 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 6 petites minutes pour faire voler en éclats 3 ans d'une alliance que tout... 6 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 6 petites minutes pour faire voler en éclats 3 ans d'une alliance que tout le monde croyait indestructible. Zelensky venait de fermer son PowerPoint. Soigné, détaillé, millimétré. 50 milliards d'euros supplémentaires réclamés à la France pour les 2 prochaines années. Et lui, il regardait Sébastien Lecornu avec ce regard... Vous le connaissez, ce regard? Cette certitude absolue, presque arrogante, du mec qui sait qu'on va lui dire oui. Parce qu'on lui avait toujours dit oui. Tous les dirigeants européens, l'un après l'autre, avaient cédé face à l'émotion ukrainienne, face au chantage moral de la résistance héroïque contre Poutine. Pourquoi la France serait-elle différente? Bruxelles, salle de conférence du Conseil européen. L'air conditionné tourne, mais l'atmosphère est lourde. Autour de la table, le chancelier allemand, le premier ministre italien, le président du Conseil européen. Tout le monde regarde. Tout le monde attend. Parce que tout le monde sait que la réponse française va tout décider. Sauf que si Zelensky avait été un peu plus attentif ce jour-là, il aurait remarqué quelque chose. Une froideur chez Lecornu, une distance, quelque chose qui n'était pas là avant. Ce n'était plus la solidarité chaleureuse des premiers mois de guerre. C'était autre chose. La patience française avait des limites, et ces limites venaient d'être atteintes. Ce qui allait suivre allait choquer toute l'Europe, diviser l'opinion mondiale, et surtout, marquer la fin d'une époque. L'époque où l'Ukraine pouvait réclamer n'importe quoi à ses alliés occidentaux, sans jamais s'entendre dire non. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé ce jour-là à Bruxelles, il faut remonter le temps, 3 ans en arrière. Dans les couloirs feutrés de Bercy, c'est là que tout a commencé. Les conseillers économiques de Lecornu planchaient en secret sur un document qui allait changer absolument tout. 317 pages. Titre sobre, presque banal, coût réel de l'aide française à l'Ukraine, analyse exhaustive. Mais les conclusions, elles n'avaient rien de banal. Accrochez-vous aux chiffres parce que là, ça fait mal. Depuis le début du conflit, la France avait déjà versé 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine, 8,2 milliards en aide militaire directe, 4,1 milliards en soutien humanitaire, 5,1 milliards via les fonds européens de reconstruction. Et on ne parle même pas encore des 15 milliards supplémentaires perdus à cause des sanctions contre la Russie. L'addition silencieuse que personne ne voyait venir. Lors de la présentation de ce rapport à Matignon, un conseiller avait dit, sans détour, « Monsieur le Premier ministre, nous atteignons les limites de ce que la France peut supporter financièrement. Nos propres citoyens commencent à payer le prix de cette générosité massive. » Et les citoyens, justement, parlons-en. Pendant que la France ouvrait le robinet à milliards pour l'Ukraine, que se passait-il chez nous? Les hôpitaux français manquaient de 2-3 milliards. L'éducation nationale criait famine, 4 milliards pour rénover des écoles qui tombaient en ruine. Les agriculteurs bloquaient les routes, à bout incapables de faire face à la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes subventionnées. Voilà le tableau. Voilà la réalité que les Français vivaient pendant qu'on signait des chèques en blanc à Kiev. Mais le pire, le vrai coup de massue, il n'était pas encore là. Parce que dans les profondeurs de ce rapport, une note confidentielle des services de renseignement français révélait quelque chose d'explosif. Comment l'aide occidentale était vraiment utilisée en Ukraine? Et là, les chiffres donnent le vertige. Moins de 60% de l'aide financière arrivait effectivement à destination. Le reste, avalé par la corruption endémique ukrainienne, évaporé dans des achats d'armement à des prix délibérément gonflés ou, et là c'est le plus scandaleux, directement réinjecté dans les poches de l'oligarchie locale qui avait su transformer la guerre en opportunité d'affaires. Alors, maintenant on rentre dans le concret. Et croyez-moi, le concret, il est brutal. Premier exemple, 800 millions d'euros. C'est la somme que la France avait versée pour reconstruire des écoles bombardées en Ukraine. 800 millions pour des enfants qui n'avaient plus de salle de classe. Noble, non? Sauf que cet argent a servi à acheter du matériel scolaire à des prix 300% supérieurs au marché. 300%. Auprès d'entreprises appartenant mystérieusement, bien sûr, à des proches du pouvoir ukrainien. Les gamins ukrainiens n'ont pas eu leurs écoles. Mais les amis du régime, eux, ont eu leur commission. Deuxième exemple.
Un 2 milliards d'euros d'aide humanitaire française. Pas versé directement aux réfugiés, non, transité par des ONG écrans, façades, coquilles vides, qui reversaient des commissions substantielles à des intermédiaires ukrainiens bien placés. Un 2 milliards, parti dans la nature. Un haut fonctionnaire français qui connaissait le dossier de l'intérieur a lâché cette phrase qui résume tout. C'est un système organisé de détournement à grande échelle. Zelensky le sait parfaitement. Mais il ferme les yeux parce que ça lui permet de maintenir sa base politique et de financer sa machine de guerre médiatique. Relisez cette phrase. Zelensky sait. Et il laisse faire. Pour le Cornu, c'était une transformation personnelle. Cet homme avait été l'un des soutiens les plus fervents de l'Ukraine depuis le premier jour. Et là, il découvrait rapport après rapport, note après note de l'ambassade à Kiev, l'envers du décor. Détournement massif. Enrichissement des élites, instrumentalisation politique de l'aide occidentale. Pendant ce temps, en France, les gens commençaient à comprendre avec une amertume croissante que leur générosité se payait cash en coupes budgétaires dans leurs propres hôpitaux, leurs propres écoles, leurs propres services publics. Et puis est arrivée la bombe finale, celle qui a tout fait basculer. Le Canard enchaîné publie une enquête explosive. Zelensky lui-même, le président héroïque en t-shirt vert olive, possède désormais un patrimoine immobilier personnel évalué à plus de 35 millions d'euros, acquis depuis le début de la guerre. Des propriétés de luxe à Londres, Miami, Genève, achetées via des sociétés écrans. Pendant que son pays tendait la main au monde entier pour nourrir ses réfugiés. 35 millions d'euros. Depuis le début de la guerre. Laissez ça s'imprimer dans votre esprit. Dans les cercles du pouvoir français, la révélation du Canard avait fait l'effet d'une grenade dégoupillée. Un ministre proche de Le Cornu résumait l'ambiance en une seule phrase. Comment on explique aux Français qu'on envoie des milliards à un pays dont le président s'achète des villas à Miami? Bonne question. Très bonne question. C'est exactement dans ce contexte explosif électrique, prêt à s'embraser, que Zelensky a convoqué ce sommet extraordinaire à Bruxelles. Officiellement, coordonner l'aide européenne pour la phase cruciale du conflit. Très bien, noble intention. En réalité, venir chercher 200 milliards d'euros supplémentaires, dont 50 milliards à la seule France. 50 milliards. Pour la France seule. Et la méthode, on la connaît par cœur maintenant. Zelensky a un manuel. Il le suit à la lettre depuis 3 ans. Étape 1, l'émotion. Des images de destruction, des ruines, des enfants qui pleurent. Étape 2, le chantage géopolitique. Si l'Ukraine tombe, vous êtes les suivants. Étape 3, la culpabilisation morale. Vous abandonnez un peuple héroïque. 3 actes, toujours les mêmes. Et pendant 3 ans, ça a marché. À chaque fois. Avec tout le monde. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que le Cornu n'est plus le même homme. Les révélations sur la corruption ukrainienne l'ont durci. La colère des Français l'a transformé. Il est arrivé à Bruxelles avec quelque chose que Zelensky n'avait jamais vu en face de lui depuis le début de la guerre. Une détermination froide, documentée, implacable. 14 heures précises. La salle de réunion du Conseil européen. Zelensky apparaît en visioconférence depuis Kiev, son éternel t-shirt vert olive, la marque de fabrique, le costume du chef de guerre, le symbole soigneusement entretenu. En face, sur les écrans, le Cornu pour la France, Scholz pour l'Allemagne, Meloni pour l'Italie, Charles Michel pour le Conseil européen. Le théâtre est en place, les acteurs sont positionnés, le rideau va se lever. Et Zelensky ne se doute absolument pas de ce qui l'attend. Mes chers amis européens, voilà comment ça commence. Toujours. Cette solennité théâtrale que Zelensky a peaufinée pendant 3 ans. Cette façon de prendre la salle, d'installer le silence, de se poser en chef de guerre qui porte le destin de l'humanité sur ses épaules. Nous entrons dans la phase décisive de notre lutte pour la liberté. Poutine mobilise toutes ses ressources pour un assaut final. L'Europe doit répondre à la hauteur de l'enjeu historique. Bien, le décor est planté, l'émotion est activée. Maintenant, le moment que tout le monde redoutait. Le PowerPoint s'ouvre. Et là, les chiffres tombent, un par un, comme des coups de marteau. 50 milliards pour la défense, 75 milliards pour la reconstruction, 40 milliards pour l'aide humanitaire,
35 milliards pour la modernisation économique. Total 200 milliards d'euros sur 2 ans, à répartir entre les pays européens selon leur poids économique. Puis Zelensky lève les yeux. Il regarde directement le cornu dans l'écran. Et il lâche la phrase. La France, en tant que deuxième économie européenne, devra contribuer à hauteur de 50 milliards d'euros. Il dit « devra ». Pas « pourrait », pas « nous espérons », « devra ». Et pour bien enfoncer le clou, il ajoute « c'est un investissement dans votre propre sécurité. Si l'Ukraine tombe, la Pologne tombe. Si la Pologne tombe, l'Allemagne est menacée. Si l'Allemagne est menacée, la France est la suivante. » Le chantage, explicite, assumé, à peine voilé. C'est sa technique, on la connaît maintenant. Chaque demande d'aide devient un ultimatum existentiel. Chaque chèque réclamé se transforme en question de survie civilisationnelle. Vous ne donnez pas de l'argent à l'Ukraine, vous achetez votre propre survie. Refuser, c'est signer votre arrêt de mort. Pendant 3 ans, cette mécanique a fonctionné à la perfection. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé dans la salle. Sauf que cette fois, c'est différent. Parce que le cornu avait préparé cette confrontation. Pas à la va-vite, pas avec quelques notes griffonnées dans l'avion, non. Avec la minutie froide, méthodique, chirurgicale d'un médecin qui prépare une opération à cœur ouvert. Chaque geste calculé, chaque mouvement anticipé, rien laissé au hasard. Pendant des semaines, ces équipes avaient travaillé dans l'ombre, compiler les chiffres, rassembler les preuves, réunir les documents. Tout ce qui allait permettre de démonter méthodiquement, implacablement, la rhétorique ukrainienne pièce par pièce. Et il n'était pas seul dans cette préparation. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, avait constitué un dossier d'accusation d'une précision redoutable. Chaque euro versé à l'Ukraine tracé, chaque détournement documenté, daté, chiffré, chaque enrichissement illicite répertorié, nominatif, vérifiable. Ce n'était pas une improvisation, c'était un réquisitoire. Et Zelensky, de l'autre côté de l'écran, continuait son show sans se douter une seule seconde qu'il marchait droit vers un mur de béton armé. Attal avait été direct, sans fioriture. « Monsieur le Premier ministre, nous avons les preuves formelles que l'Ukraine détourne massivement notre aide. Il faut que cela s'arrête. » Mais le cornu, lui, voyait plus loin que la simple dénonciation de la corruption. Il ne voulait pas juste pointer du doigt les détournements. Il voulait frapper plus fort, plus profond, plus politique. Rappeler à l'Ukraine et à toute l'Europe qui regardait que la France avait ses propres priorités, ses propres besoins, ses propres citoyens à protéger. Pas juste un chéquier ouvert en permanence pour les causes des autres. Zelensky termine sa présentation. Le silence tombe. Lourd, épais, presque physique. Tous les regards dans la salle convergent vers un seul homme, le cornu. Parce que tout le monde sait, les Allemands, les Italiens, les Polonais, Charles Michel, que ce qui va sortir de sa bouche dans les prochaines secondes va tout changer. Et le cornu prend la parole. Pas avec de l'émotion, pas avec de la colère, avec cette froideur courtoise, presque clinique, qui est sa marque de fabrique diplomatique. La voix posée, le regard calme, comme un chirurgien qui pose son scalpel. « Monsieur le Président Zelensky, je vous remercie pour ces présentations très détaillées. » Une pause. « Permettez-moi maintenant de vous présenter quelques chiffres que vous ne connaissez peut-être pas. » Il ouvre un dossier rouge, marqué « confidentiel ». Et les chiffres commencent à tomber et dans la salle, les visages commencent à pâlir. Depuis février 2022, la France a versé exactement 23,7 milliards d'euros à l'Ukraine. 23,7 milliards. Pour une famille française moyenne, pas un grand patron, pas un député, une famille normale, c'est l'équivalent d'1 mois et demi de salaire. 1 mois et demi arraché du budget de chaque foyer français pour être envoyé à Kiev. Et le cornu vient juste de commencer. Zelensky essaie d'intervenir. Le cornu ne s'arrête pas, imperturbable, comme si la tentative d'interruption n'avait même pas eu lieu. Ces 23,7 milliards auraient pu financer 47 nouveaux hôpitaux, rénover 12 000 écoles françaises, créer 3 400 emplois dans l'économie verte. Il marque une pause,
Puis il lâche la question sèche, tranchante comme un coup de fouet dans le silence de la salle. Au lieu de cela, nous les avons donnés à l'Ukraine. Avec quel résultat? Zelensky balbutie, littéralement. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer. Si, je peux comparer. Le cornu l'interrompt net, pas avec de l'émotion, avec du calme. Ce calme-là qui est 10 fois plus dévastateur que la colère. Et je vais même vous dire exactement où sont passés nos milliards. Ce qui suit, c'est une exécution, méthodique, document par document, preuve par preuve. Le cornu sort les dossiers et les faits s'abattent sur la table comme des verdicts. 800 millions d'euros d'aide française pour les écoles ukrainiennes. Détournés vers des achats de matériel scolaire à des prix délibérément surévalués. 1,2 milliard d'aides humanitaires, transitées par des ONG fictives, des coquilles vides montées pour l'occasion. 600 millions pour la reconstruction, utilisés pour racheter des terrains à des prix dérisoires auprès d'oligarques ukrainiens bien connectés. Chaque révélation est un coup de massue. Dans la salle, personne ne bouge, personne ne parle. Zelensky tente de réagir, il justifie, il explique, il minimise. Mais le cornu a les preuves, les vraies. Pas des rumeurs, pas des suppositions, des documents bancaires, des factures truquées avec les tampons, des témoignages d'ONG présentes sur le terrain, des rapports officiels de l'ambassade française à Kiev. Tout est là, tout est documenté, tout est irréfutable. Et pour la première fois depuis le début de cette guerre, Zelensky n'a pas de réponse. Et là, le cornu change de vitesse. Et maintenant, dit-il avec ce calme glacial qui commence à glacer le sang de tout le monde dans la salle, vous venez nous demander 50 milliards supplémentaires. Une pause. Savez-vous, Monsieur le Président, ce que cela représente pour un pays comme la France? Il n'attend pas la réponse. Il n'en a pas besoin. 50 milliards. C'est le budget annuel intégral de l'éducation nationale française. C'est 2 fois le budget de la défense. C'est 100 € par Français, enfants compris, nourrissons compris, retraités compris. Et vous voulez que nous donnions cette somme colossale à un pays où 40% de l'aide disparaît dans les poches de la corruption? Dans la salle, personne ne respire. Parce que ce qui vient de se passer, c'est historique. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, un dirigeant occidental ose tenir tête à Zelensky. Pas avec des émotions, pas avec des opinions, avec des faits précis, des chiffres vérifiables, des réalités arithmétiques impossibles à contester. Mais le cornu n'a pas terminé. Il plonge la main dans son dossier, sort un autre document. Et là, c'est la bombe nucléaire. Parlons maintenant, Monsieur le Président, de votre patrimoine personnel. Le silence devient absolu. Nos services ont identifié vos acquisitions immobilières récentes. Une villa de 12 millions d'euros à Londres, un penthouse de 8 millions à Niamey, un chalet de 15 millions à Gstaad. Au total, 35 millions d'euros d'acquisitions immobilières depuis le début de la guerre. Il marque une pause. Puis, il pose la question froide, précise, implacable. Comment expliquez-vous cela, Monsieur le Président, à vos compatriotes qui dorment dans le métro de Kiev? La bombe vient d'exploser. Zelensky est blême, littéralement blême. Autour de lui, ses conseillers s'agitent, se penchent vers lui, chuchotent frénétiquement. La panique est visible, palpable, à l'écran pour tout le monde. Et Zelensky sort l'argument ultime, celui du dernier recours, celui qu'il sort quand il n'a plus rien d'autre. Ces informations sont fausses. Il s'agit d'une campagne de désinformation russe. Faiblement. Il le dit faiblement. Le cornu sourit. Pas un sourire chaleureux, un sourire froid, chirurgical. Non, Monsieur le Président. Ces informations proviennent des registres fonciers britanniques, américains et suisses. Des documents publics que tout le monde peut consulter. Ce soir, depuis chez soi. Une pause. Glaciale. Voulez-vous que je vous donne les références cadastrales? Le silence qui suit est assourdissant. Dans la salle, les autres dirigeants européens se regardent, abasourdis. Personne ne s'attendait à ça. Personne n'imaginait que le cornu irait aussi loin,
aussi précis, aussi dévastateur. Zelensky essaie de se ressaisir. Il cherche ses mots. Et il revient évidemment à sa rhétorique habituelle, la seule qu'il lui reste. « Monsieur le Premier ministre, vous ne comprenez pas la situation. L'Ukraine se bat pour toute l'Europe. Nos soldats meurent pour votre liberté. » « Stop !» Le cornu l'interrompt. Brutal, net, sans appel. Arrêtons avec cette rhétorique larmoyante. Vos soldats se battent d'abord pour l'Ukraine, pas pour la France. Et ils ne le font certainement pas pour enrichir votre oligarchie. La phrase claque comme une porte qu'on ferme à double tour. Et dans la salle, plus personne ne sait quoi dire. Et puis elle arrive. La phrase, celle qui va faire le tour du monde en quelques minutes. Monsieur Zelensky, la France n'est pas un distributeur automatique de billets. Nos citoyens ne sont pas des vaches à lait pour financer votre train de vie et celui de vos amis oligarques. L'explosion est immédiate. Zelensky se lève, physiquement. Il se lève de sa chaise, visiblement hors de lui, le visage rouge, la voix qui tremble. « Comment osez-vous? L'Ukraine se sacrifie pour l'Europe et vous nous insultez. » Autour de la table, les autres dirigeants tentent de calmer le jeu. Scholz se racle la gorge, Michel lève la main, Mélanie regarde ses notes. Mais il est trop tard, beaucoup trop tard. La rupture est consommée, elle est réelle, elle est historique. Et le cornu ne bouge pas d'1 millimètre. Imperturbable, le regard fixe, la voix posée. « Je ne vous insulte pas, Monsieur le Président. Je vous présente la réalité. La France a donné 23,7 milliards à l'Ukraine. C'est énorme. C'est généreux. C'est sans précédent dans l'histoire de notre diplomatie. Mais maintenant, c'est terminé. Pas 1 euro de plus. Pas tant que vous n'aurez pas fait le ménage dans votre système de corruption. Vous abandonnez l'Ukraine, hurle Zelensky. Vous faites le jeu de Poutine. Non. Simple, direct, définitif. Je défends les intérêts de la France et des Français. Mon devoir n'est pas de financer indéfiniment la corruption ukrainienne. Mon devoir, c'est de protéger le pouvoir d'achat des familles françaises. Et là, le coup de grâce. Le cornu marque une toute petite pause. Et il sourit. D'ailleurs, puisque vous semblez rencontrer des difficultés financières, pourquoi ne vendez-vous pas vos propriétés de Londres et de Miami? 35 millions d'euros. Ça pourrait aider quelques familles ukrainiennes, non? Dans la salle, silence total. Puis, quelque part, un souffle retenu. Parce que ce que le cornu vient de faire, c'est ne pas seulement gagner un débat. C'est détruire un mythe. C'est cette dernière pique, les 35 millions Londres-Miami, qui achève de faire exploser Zelensky. Il coupe la visioconférence. Pas élégamment, pas diplomatiquement. Il claque la porte virtuellement, mais tout le monde l'entend. L'écran devient noir. Et les dirigeants européens restent là, dans la salle de réunion du Conseil européen, dans un silence absolument stupéfait. Ce qui vient de se passer, personne ne l'avait vu venir à cette échelle. L'onde de choc est immédiate et planétaire. En quelques minutes seulement, les extraits de l'échange font le tour des réseaux sociaux. Les clips circulent, les phrases claquent. La France n'est pas un distributeur automatique de billets. Pourquoi ne vendez-vous pas vos propriétés de Miami? En quelques heures, le cornu et Zelensky deviennent tendance mondiale. L'opinion se divise instantanément. D'un côté, ceux qui applaudissent la fermeté française, de l'autre, ceux qui crient à l'abandon de l'Ukraine. En France, la réaction est massive, écrasante. Un sondage express tombe, 79% des Français approuvent la position de leur premier ministre. 79. Les réseaux sociaux français explosent. Enfin, quelqu'un qui défend nos intérêts. Marine Le Pen salue le réveil de la France. Jean-Luc Mélenchon, et c'est là que vous mesurez l'ampleur du phénomène, applaudit lui aussi. Le courage de dire non aux oligarques, dit-il. Quand la gauche radicale et la droite nationaliste applaudissent la même chose, le même jour, c'est que quelque chose de fondamental vient de se passer. Mais c'est en Ukraine que l'impact est le plus dévastateur. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la première fois en 3 ans, Zelensky essuie un refus catégorique d'un allié majeur. Et pire que le refus, bien pire. Ses enrichissements personnels sont désormais publics, étalés, documentés. Le mythe du leader héroïque en t-shirt vert commence à se fissurer.
L'opposition ukrainienne, muselée depuis le premier jour du conflit, commence à relever la tête. Porochenko exige des explications sur les acquisitions immobilières. Klitschko réclame une enquête parlementaire sur l'utilisation de l'aide occidentale. Les voix qu'on n'entendait plus, elles reviennent. Et l'effet domino s'enclenche en Europe. L'Allemagne annonce qu'elle réévalue son aide. L'Italie parle de transparence. La Pologne soutient indéfectible voisine alliée historique de l'Ukraine, se dit préoccupée par certaines révélations. Même Washington vacille. Biden avait promis un soutien sans faille. Mais les révélations françaises changent la donne. Le Congrès américain, déjà réticent, menace de bloquer tout financement supplémentaire sans garantie drastique contre la corruption. En 6 minutes, le Cornu vient de faire bouger le monde entier. En Russie, soyons honnêtes, la réaction était prévisible. Poutine s'est délecté, publiquement, sans même essayer de cacher sa satisfaction. La propagande russe a tourné en boucle les images de l'affrontement, les présentant comme la preuve définitive de l'effondrement de la solidarité européenne. Pour Moscou, c'est un cadeau tombé du ciel. Mais l'impact vraiment durable, le plus profond, le plus structurant, ce n'est pas là qu'il s'est produit. Il s'est produit dans les salons, les cuisines, les cafés d'Europe. Parce que pour la première fois depuis le début du conflit, les citoyens européens ordinaires découvraient la réalité. La vraie. Pas la version héroïque soigneusement packagée pour les médias occidentaux. La réalité des détournements. La réalité de la corruption systémique. La réalité de l'enrichissement personnel des élites pendant que les soldats mouraient dans les tranchées. Cette révélation, elle a changé quelque chose de profond dans la perception collective du conflit ukrainien. Quelque chose qu'on ne peut pas défaire. 6 mois après cette confrontation historique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'aide européenne à l'Ukraine a chuté de 60%. 60% en 6 mois. Zelensky, affaibli politiquement comme jamais depuis le début de la guerre, fait face à une contestation interne croissante qu'il ne peut plus étouffer. Plusieurs oligarques ukrainiens sont contraints à l'exil, leurs biens saisis, leurs comptes gelés, leurs réseaux démantelés. Mais le changement le plus remarquable, celui que personne n'avait vraiment anticipé, c'est la transformation de l'image de Le Cornu. Cet homme est devenu quelque chose. Pas juste un premier ministre français qui avait eu le courage de dire non un après-midi à Bruxelles. Non. Il est devenu le symbole d'une Europe différente. Une Europe qui ose enfin défendre ses propres intérêts. Une Europe qui refuse de se sacrifier indéfiniment sur l'autel de causes lointaines et de plus en plus douteuses. Une Europe qui a retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. Sa colonne vertébrale. 3 mois plus tard, Berlin. Le Cornu arrive dans la capitale allemande pour une visite officielle. Et ce qui l'attend dans les rues, personne ne l'avait anticipé. Des pancartes. Partout. Merci Le Cornu. Des Allemands. Qui remercient un premier ministre français. Dans les rues de Berlin. Si vous m'aviez dit ça il y a 1 an, je vous aurais ri au nez. Scholz lui-même, le chancelier allemand, pas le dernier des diplomates, reconnaît publiquement que la France a ouvert les yeux de l'Europe. Pas juste les yeux français, les yeux de l'Europe entière. Et cette ascension culmine lors du sommet de Rome. Pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis De Gaulle, osons le dire, c'est vers un dirigeant français que tous les regards convergent quand il faut prendre les décisions difficiles. Pas vers Berlin, pas vers Bruxelles, vers Le Cornu. Son autorité morale, forgée dans le feu de l'épreuve ukrainienne, a fait de lui quelque chose de rare en politique européenne. Une voix de raison que tout le monde écoute vraiment. Et Zelensky, dans tout ça, il essaie encore de minimiser, de relativiser, de faire comme si. Mais le mal est fait et il est irréparable. L'image du président héroïque, du combattant en t-shirt vert, du symbole de la résistance, elle a volé en éclats. Remplacée par quelque chose de beaucoup moins flatteur, celle d'un dirigeant qui a profité de la guerre pour s'enrichir personnellement pendant que son peuple souffrait. Ses sondages s'effondrent, même en Ukraine, même chez lui. Et puis vient le moment le plus symbolique de tout, l'Assemblée générale de l'ONU. 1 an après Bruxelles. Zelensky et Le Cornu dans la même salle. Les journalistes présents ont tous noté la même chose.
C'est Zelensky qui évite le corps nu. Soigneusement, méthodiquement. Comme on évite quelqu'un qui vous a démasqué publiquement et que vous ne pouvez plus regarder en face. Et le corps nu? Le corps nu est désormais salué comme l'une des voix les plus influentes de la diplomatie mondiale. En 1 an, les rôles se sont complètement inversés. L'histoire retiendra ces 6 minutes. Pas plus, pas moins. 6 minutes qui ont changé quelque chose de fondamental, pas seulement dans la relation franco-ukrainienne, pas seulement dans l'architecture de l'aide occidentale, mais dans l'idée même de ce qu'est l'Europe, ce qu'elle peut être, ce qu'elle devrait être. Une Europe plus mature, plus exigeante, plus lucide sur ses propres intérêts. Le corps nu avait démontré quelque chose que beaucoup pensaient impossible. Qu'on peut soutenir une cause juste, sincèrement, profondément, tout en refusant d'être instrumentalisé. Qu'on peut aider sans se laisser exploiter. Qu'on peut être solidaire sans être naïf. Ce n'est pas une trahison. C'est de la dignité. The Economist, pas exactement. Un journal connu pour ses envolées lyriques a consacré un éditorial remarqué à ce moment. Et la formule qu'ils ont utilisée résume tout mieux que je ne pourrais le faire. En 6 minutes, le corps nu a accompli ce que 3 années de guerre n'avaient pas réussi à faire. Rappeler à l'Europe qu'elle avait le droit de défendre ses propres intérêts, même face à la plus noble des causes. Lisez cette phrase. Relisez-la. Le droit de défendre ses propres intérêts, même face à la plus noble des causes. Ce n'est pas du cynisme, ce n'est pas de l'indifférence, c'est simplement enfin la dignité retrouvée d'un continent qui avait oublié qu'il avait le droit d'exister pour lui-même. 6 minutes à Bruxelles, et l'Europe n'est plus tout à fait la même. Mais voilà ce que personne ne savait vraiment. Derrière ces 6 minutes spectaculaires à Bruxelles, derrière cette confrontation qui a secoué l'Europe entière, il y avait une préparation, longue, secrète, méticuleuse, une mécanique de précision montée dans l'ombre pendant des mois que très peu de personnes connaissaient vraiment. Et cette histoire secrète, elle commence 6 mois plus tôt, pas à Bruxelles, pas à Matignon, dans un bureau feutré, discret, presque invisible. Le bureau du directeur général du Trésor français. Paris. Un soir de pluie. La ville s'illumine sous les gouttes. Et là, dans ce bureau, Pierre Moscovici, ancien commissaire européen, homme qui connaît les arcanes de la finance internationale comme sa poche, épluchait avec ses équipes un dossier confidentiel. Un dossier qui allait tout changer. Le document. 588 pages. Titre sobre, presque bureaucratique, audit complet de l'utilisation de l'aide française à l'Ukraine. Rapport ultra confidentiel. Pour produire ces 588 pages, une équipe de 15 personnes avait travaillé pendant 8 mois. Pas des stagiaires, des inspecteurs des finances, des auditeurs de la Cour des comptes, des experts comptables internationaux. Pendant 8 mois, ils avaient traqué méthodiquement, obsessionnellement, chaque euro d'aide française versé à l'Ukraine depuis le début du conflit. Chaque euro. Et le résultat était édifiant. Un système. Pas des accidents isolés, pas des dysfonctionnements ponctuels, un système organisé de détournement à grande échelle. Orchestré par l'oligarchie ukrainienne, avec la complicité passive, voire active, le mot est dans le rapport, du pouvoir de Kiev. Marie-Claire Dave, inspectrice générale des finances en charge de l'audit, avait résumé la situation devant Moscovici avec une phrase qui avait glacé la salle. « Monsieur le directeur général, ce que nous avons découvert dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas de la corruption classique. C'est de l'escroquerie industrielle. » De l'escroquerie industrielle. Retenez ces mots. Alors, rentrons dans le détail. Parce que les exemples concrets du rapport, ils sont saisissants. Ils sont révoltants. Et ils méritent qu'on s'y arrête. Premier exemple. L'aide française pour la reconstruction des hôpitaux ukrainiens. 2-3 milliards d'euros officiellement versés. Officiellement. Dans la réalité, seulement 420 millions sont effectivement arrivés à destination. 420 millions sur 2,3 milliards. Faites le calcul. Le reste, évaporé.
dans des marchés publics truqués, des surfacturations délirantes, des commissions occultes versées à des intermédiaires que personne ne peut identifier officiellement. Mais le cas le plus révoltant, celui qui fait vraiment mal au ventre, c'est celui de l'hôpital pédiatrique d'Okhmatdit, à Kiev. Vous vous souvenez d'Okhmatdit? Tout le monde s'en souvient. Cet hôpital pour enfants bombardé par les Russes, symbole mondial de la barbarie, images qui ont fait pleurer des millions de personnes en Europe. La France avait répondu présent. 436 millions d'euros pour sa reconstruction complète. 436 millions pour reconstruire cet hôpital qui soignait les enfants ukrainiens. Sauf que l'enquête révèle que les travaux ont été confiés à une entreprise appartenant à un proche de Zelensky et que ces travaux n'ont coûté en réalité que 114 millions d'euros. 114 millions pour des travaux facturés 436 millions. Les 322 millions restants disparus mystérieusement dans les méandres de sociétés offshore basées aux îles Vierges britanniques. 322 millions d'euros de contribuables français partis reconstruire les comptes bancaires de proches du pouvoir ukrainien plutôt que les murs d'un hôpital pour enfants. Prenez le temps de laisser ça rentrer. Deuxième exemple, encore plus choquant si c'est possible. L'aide humanitaire française destinée aux réfugiés ukrainiens, 1,8 milliard d'euros. Médicaments, nourriture, équipements de première nécessité, pour des familles qui avaient tout perdu. Pour des gens qui dormaient dans des abris. L'audit révèle que 40% de cette aide n'a jamais quitté les entrepôts de Kiev. 40%. Revendus sur le marché noir international par des réseaux mafieux ukrainiens. Et la suite? La suite est presque surréaliste. Des médicaments pédiatriques français, financés par vos impôts, par mes impôts, se retrouvaient en vente libre dans des pharmacies privées de Lagos, de Bogota, de Bangkok. Des médicaments pour enfants ukrainiens, vendus en Afrique et en Amérique latine, pendant que les enfants ukrainiens en manquaient. Voilà ce que contenait ce rapport de 588 pages. Et puis, le clou du rapport, le plus révélateur, le plus scandaleux, l'aide militaire française. Les canons César. Vous connaissez les Césars, le fleuron de l'industrie militaire française. Ces canons automoteurs que la France a vendus à l'Ukraine à prix coûtant, geste de solidarité, sacrifice consenti, 180 millions d'euros pour 48 exemplaires. Sauf que l'Ukraine n'en a jamais reçu que 31,31 sur 48. Les 17 autres, revendus par des intermédiaires ukrainiens à des pays tiers, notamment à l'Arabie saoudite, au prix fort. 180 millions d'euros au total pour les 17 canons manquants. Faites les calculs. La France vend 48 canons à prix coûtant par solidarité, l'Ukraine en revend 17 à prix de marché, bénéfice net pour les intermédiaires ukrainiens, 100 millions d'euros. Ponctionnés directement sur l'aide française, sur l'argent des contribuables français. Des canons offerts par solidarité, revendus pour le profit par un allié. Moscovici, un homme qui a tout vu dans sa carrière, qui connaît les arcanes de la finance internationale depuis des décennies, était profondément choqué. Et lors de la présentation du rapport à Matignon devant le Cornu et son équipe, il a posé la question qui résume tout. Comment expliquer aux Français qu'on ampute leurs services publics pour enrichir des oligarques ukrainiens? Comment expliquer ça? Parce que la réalité arithmétique est brutale. Les 23,7 milliards versés à Kiev, c'est exactement le montant du déficit budgétaire français. Exactement. Euro pour euro. Pendant ce temps, en France, les hôpitaux manquent de 3,2 milliards selon la Fédération hospitalière. L'Éducation nationale réclame 4,8 milliards pour rénover 40 000 écoles vétustes. Les agriculteurs bloquent les routes chaque semaine, étranglés par la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes, subventionnées indirectement par l'aide européenne.
Et pendant ce temps, l'oligarchie ukrainienne s'enrichit avec l'argent des contribuables français. Un rapport confidentiel de l'IFOP venait de tomber. 67% des Français commençaient à s'interroger sur le bien-fondé de l'aide massive à l'Ukraine. Le directeur de l'Institut résumait la situation avec une brutalité désarmante. Les Français découvrent qu'ils paient pour les yachts des oligarques ukrainiens pendant que leurs propres hôpitaux ferment. Mais ce qui a vraiment fait basculer le Cornu définitivement, irréversiblement, c'est autre chose. C'est une note, ultra confidentielle, de la DGSE. Bernard Bajolet, ancien directeur des services de renseignement extérieur français, un homme qui n'a pas l'habitude de s'émouvoir facilement, avait personnellement remis ce dossier explosif au Premier ministre. Et lors de cette réunion secrète à Matignon, il avait dit ces mots. « Monsieur le Premier ministre, ce que je vais vous révéler va vous choquer, mais vous devez connaître la vérité sur votre allié ukrainien. » Votre allié. Il avait dit « votre allié », avec tout ce que ça implique. Et le dossier? Le dossier était accablant. Alors voilà ce que contenait ce dossier de la DGSE. Et accrochez-vous. Depuis février 2022, Zelensky a acquis via des sociétés écrans, évidemment, toujours des sociétés écrans, un patrimoine immobilier évalué à 47 millions d'euros. Pas les 35 millions révélés publiquement à Bruxelles. 47 millions. Selon les dernières acquisitions identifiées par les services français, le chiffre public était déjà le chiffre minoré. La liste, parce qu'il y a une liste, détaillée, datée, documentée. Une villa de 16 millions d'euros dans les Hamptons. Achetée en septembre 2024 via une société panaméenne, un penthouse de 12 millions à Dubaï, acquis en décembre 2024 par une fiduciaire suisse. Un domaine viticole de 8 millions d'euros en Toscane, acheté en février 2025 via une société maltaise. Un domaine viticole en Toscane, pendant que ces soldats mouraient dans les tranchées ukrainiennes. Laissez ça rentrer. Et c'était pas tout. Parce que l'immobilier, c'est juste la partie visible. Il y a aussi les investissements financiers. 23 millions d'euros placés dans des fonds d'investissement luxembourgeois. 15 millions en crypto-monnaie. 8 millions en œuvres d'art conservées dans des coffres suisses. Bajolet a alors sorti le chiffre final, celui qui a tout résumé en une seule phrase dévastatrice. En février 2022, au début de la guerre, le patrimoine personnel de Zelensky était estimé à 1 500 000 euros. Aujourd'hui, plus de 90 millions. Une croissance de 6 000 %. En 3 ans, pendant que son pays était en guerre, pendant que son pays tendait la main au monde entier. 6 000 %. Le sang de Le Cornu s'est littéralement glacé. Parce que la question qui s'imposait, celle à laquelle il n'y avait aucune réponse acceptable, c'était celle-là. Comment justifier l'aide française à un homme qui s'enrichissait aussi scandaleusement sur le dos de la tragédie de son propre peuple? Il n'y avait pas de réponse. Il ne pouvait pas y en avoir. Mais attendez. Parce que le pire, le plus révoltant, il n'était pas encore arrivé. Un complément d'enquête. Sur l'entourage immédiat de Zelensky cette fois, Andriy Yermak, chef de cabinet présidentiel, l'homme dans l'ombre, celui qui gère les dossiers, qui tient les fils. Patrimoine personnel, 34 millions d'euros, constitué depuis le début du conflit, depuis le début. Kolomoïski, l'oligarque. Le mentor historique de Zelensky, celui qui l'a lancé, qui l'a fabriqué politiquement. Sa fortune multipliée par 4 depuis le début de la guerre, malgré les sanctions internationales. Malgré les sanctions. Et puis Rinat Akhmetov. L'homme le plus riche d'Ukraine, déjà richissime avant la guerre. Grâce au contrat de reconstruction financé par l'aide occidentale, il vient d'intégrer le top 100 des fortunes mondiales. Le top 100 mondial. Pendant une guerre. Financé par vos impôts et les miens. Bajolet avait alors posé son dossier, et il avait regardé Le Cornu, et il avait dit froidement, factuellement, sans emphase « C'est un système mafieux organisé. Zelensky n'est pas un président héroïque. C'est le chef d'une organisation criminelle qui utilise la guerre pour s'enrichir massivement. » Le chef d'une organisation criminelle. Ce n'était pas un éditorialiste en colère, ce n'était pas un opposant politique. C'était le directeur, l'ancien directeur des services de renseignement extérieur français. Un homme dont le métier est de peser chaque mot avant de le prononcer. Et cette analyse brutale, documentée irréfutable, avait définitivement convaincu Le Cornu.
Il n'y avait plus de place pour le doute. Il n'y avait plus de place pour la nuance diplomatique. Il fallait changer radicalement d'approche. Et c'est exactement ce qu'il allait faire. Alors, comment on prépare une confrontation de cette ampleur? Comment on arrive à Bruxelles avec ce niveau de précision de documentation de dévastateur? Voilà comment. Pendant des semaines, dans le plus grand secret, une cellule de crise avait été constituée à Matignon. Pas une réunion de communicants, pas un brainstorming de conseillers politiques. Une cellule de crise composée des meilleurs experts français dans 3 domaines très précis. Économie ukrainienne, corruption internationale, blanchiment d'argent. Les noms, parce que les noms comptent. Denis Beau, sous-gouverneur de la Banque de France. L'homme qui comprend les flux financiers internationaux mieux que quiconque dans ce pays. Il a apporté son expertise sur comment l'argent circule, comment il disparaît, comment on le retrouve. Eva Joly. Vous connaissez Eva Joly. Ancienne juge d'instruction, spécialiste des grandes affaires financières, celle qui a fait trembler des oligarques bien plus puissants que les Ukrainiens. Elle a analysé les mécanismes de détournement, les vrais, les techniques, les montages juridiques utilisés. Et puis Hervé Falciani, le lanceur d'alerte des SwissLeaks, l'homme qui a mis à nu les secrets bancaires suisses les mieux gardés du monde. Il a décortiqué les montages offshore ukrainiens, société par société, compte par compte. Lors d'une de ses réunions secrètes à Matignon, Eva Joly avait regardé le corps nu et elle avait dit avec cette précision juridique qui la caractérise « Monsieur le Premier ministre, ce que fait Zelensky, c'est de l'escroquerie aggravée en bande organisée. Dans n'importe quel autre contexte, n'importe lequel, il serait poursuivi par toutes les justices occidentales. Mais la guerre lui sert de bouclier. La guerre lui sert de bouclier. » Voilà ce que le corps nu avait en face de lui. Pas un héros, pas un résistant, un escroc protégé par l'état de guerre. Et il était temps que quelqu'un ose le dire à voix haute. L'analyse d'Eva Joly avait tout verrouillé dans l'esprit de Le Cornu. Plus de doute, plus d'hésitation. La stratégie était claire d'une clarté chirurgicale. Confronter Zelensky avec des preuves irréfutables. L'acculer avec des chiffres indiscutables. Le déstabiliser avec des révélations qu'il ne pouvait absolument pas nier. Falciani avait résumé l'approche avec cette phrase qui sonnait comme une évidence. Il faut le prendre en flagrant délit de mensonge. Quand un escroc est démasqué publiquement, vraiment démasqué, avec les preuves étalées devant tout le monde, il perd toute crédibilité. Définitivement. Définitivement. C'est le mot-clé. Mais Le Cornu ne voulait pas juste avoir la bonne stratégie sur le papier. Il voulait l'avoir dans le sang, dans les réflexes, dans les muscles. Il voulait être prêt à tout, absolument tout, ce que Zelensky pourrait lui lancer à la figure. Alors il a organisé des simulations. Plusieurs. Dans la salle de crise de Matignon, transformée pour l'occasion en arène d'entraînement, et ses conseillers jouaient Zelensky. Avec la rhétorique, avec les intonations, avec les techniques de manipulation émotionnelle que le président ukrainien avait peaufinées pendant 3 ans. « Monsieur le Premier ministre, vous abandonnez l'Ukraine dans son heure la plus sombre », criait un conseiller, reproduisant fidèlement l'indignation prévisible. « Vous faites le jeu de Poutine. » Et Le Cornu répondait, calmement, méthodiquement, document après document, chiffre après chiffre, sans jamais se laisser emporter par l'émotion, sans jamais sortir du terrain factuel. À chaque simulation, il affinait, il perfectionnait, il anticipait les contre-attaques, préparait les contre-contre-attaques. Comme un boxeur qui répète ses combinaisons jusqu'à ce qu'elles deviennent des réflexes automatiques. Zelensky allait affronter quelqu'un qui avait répété chaque seconde de cet échange, qui connaissait chacun de ses arguments avant même qu'il les formule. Mais la préparation ne s'arrêtait pas aux arguments et aux chiffres. Elle allait beaucoup plus loin que ça. Parce que Le Cornu avait aussi travaillé sur quelque chose que peu de dirigeants prennent le temps de travailler. Le stress psychologique, la résistance mentale, l'armure émotionnelle. Un psychologue spécialisé dans la négociation de crise avait rejoint la cellule de Matignon. Et lors de leur séance de travail, il avait été direct avec Le Cornu. Zelensky va utiliser toute sa palette. Toute. La culpabilisation, vous abandonnez un peuple qui meurt. La victimisation, regardez nos enfants, regardez nos ruines. Le chantage affectif, l'histoire vous jugera, l'Europe vous jugera. Il est très fort dans ces registres, très entraîné. Une pause.
Votre force à vous, et c'est votre seule force face à ça, c'est de rester sur le terrain factuel. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils hurlent, les faits. Rien que les faits. 3 jours avant Bruxelles. Répétition générale. Le salon Napoléon de Matignon, transformé pour l'occasion en réplique exacte de la salle de conférence européenne. Décor reconstitué, disposition des écrans reproduite, ambiance recréée. Et cette fois, cette dernière simulation, ce n'est pas un conseiller anonyme qui joue Zelensky. C'est Pierre Moscovici lui-même. L'homme qui a négocié au plus haut niveau européen pendant des décennies, qui connaît les techniques, les intonations, la psychologie des grandes confrontations diplomatiques. Moscovici se lève, et il devient Zelensky, avec la théâtralité, avec l'emphase, avec cette solennité performée que le président ukrainien maîtrise à la perfection. Sébastien. Il avait utilisé le prénom comme Zelensky le fait avec les dirigeants pour créer une fausse intimité. Vous trahissez nos valeurs européennes. L'histoire vous jugera. Le cornu avait répondu, sans une seconde d'hésitation, sans une once d'émotion, avec une froideur parfaite, presque clinique. Pierre, cessez le théâtre. Parlons chiffres et comptes bancaires. Silence. Moscovici avait souri, lentement. Et il avait dit ces 4 mots. Parfait, vous êtes prêt à l'écraser. Le jour J, l'avion présidentiel. Direction Bruxelles. Dans la cabine, l'atmosphère est tendue, concentrée, presque monacale. Le cornu relit ses notes une dernière fois, mémorise les derniers chiffres. Son équipe l'entoure, les ultimes ajustements, les dernières précisions, les derniers affinages. Moscovici se penche vers lui et lui rappelle une dernière fois. N'oubliez pas, chaque révélation que vous ferez sera une bombe, une vraie. Zelensky va s'effondrer sous le poids des preuves. À Bruxelles, l'électricité est dans l'air bien avant que le sommet commence. Dans les couloirs du Conseil européen, les journalistes le sentent. Quelque chose se prépare. Les correspondants diplomatiques échangent leurs infos, leurs analyses, leurs pressentiments. Certains ont eu vent de tensions entre Paris et Kiev, mais personne n'imagine l'ampleur de ce qui va se jouer dans quelques heures. De son côté, Zelensky, confiant, serein même selon ses proches. Il a préparé sa présentation habituelle. Image choc, appel à l'émotion, chantage géopolitique. La formule qui a marché pendant 3 ans avec tous les dirigeants occidentaux sans exception. Il ne se doute pas une seule seconde qu'il marche vers un piège. Un piège soigneusement, méticuleusement tendu par les services français. La veille du sommet, suite de l'hôtel. Le cornu passe la soirée à réviser une dernière fois son dossier d'accusation. 56 pages de preuves, des centaines de documents bancaires, des témoignages d'ONG, des rapports d'audit. Et au moment d'éteindre la lumière, il dit à ses conseillers les plus proches, simplement, calmement, « Demain, je vais détruire le mythe Zelensky. » 7h30, le matin du sommet. Son téléphone sonne. C'est Macron, depuis l'Élysée. « Sébastien, vous êtes sûr de votre stratégie? Ce que vous allez faire va bouleverser l'Europe. » Emmanuel, une pause. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. » Il est temps de dire la vérité aux Français et aux Européens. Il est temps. Arrivé au Conseil européen, l'effervescence est palpable dès l'entrée. Les délégations s'observent, les journalistes mitraillent, les diplomates chuchotent dans les couloirs. Dans la salle de réunion, l'atmosphère est celle d'un tribunal avant un grand procès. Tout le monde sait que quelque chose d'historique va se passer. Personne ne sait encore à quel point. Zelensky apparaît sur l'écran. Depuis Kiev, t-shirt vert olive, le regard assuré du mec qui pense tenir la salle. Et le cornu l'observe, avec l'attention froide calculée d'un prédateur qui étudie sa proie. Chaque argument, chaque manipulation émotionnelle, chaque tentative de chantage, tout est attendu, tout est prévu, tout est préparé. Une seule pensée traverse l'esprit de le cornu. Il suit exactement le script que nous avions imaginé. Il va droit dans le mur. Et voilà, le moment fatidique. Quand Zelensky annonce ses besoins financiers, 200 milliards au total, 50 pour la France, il vient sans le savoir de déclencher sa propre destruction. Le cornu sourit intérieurement.
Pas de satisfaction, de soulagement. Le piège vient de se refermer. Mais voici ce que Zelensky ne sait pas, ce qu'il ne peut pas savoir. À ce moment précis, exactement ce moment, 3 événements simultanés sont en train de se déclencher ailleurs dans le monde. 3 bombes à retardement posées des semaines à l'avance qui vont amplifier l'impact de cette confrontation de façon exponentielle. À Paris, le Canard enchaîné s'apprête à publier en exclusivité des extraits du rapport d'audit français sur la corruption ukrainienne. Les chiffres, les preuves, les noms. À Londres, The Guardian finalise un dossier complet sur le patrimoine immobilier de Zelensky. Les villas, les penthouses, les sociétés écrans, tout documenté. À Washington, le Washington Post boucle son enquête sur les détournements de l'aide américaine par l'oligarchie ukrainienne, l'angle américain, pour l'opinion publique américaine. 3 rédactions, 3 pays, 3 angles différents, même moment, même jour. Ce n'est pas un hasard. Évidemment que ce n'est pas un hasard. Les services de communication de Matignon avaient discrètement, très discrètement, alimenté ces 3 rédactions avec des éléments soigneusement sélectionnés du dossier français. Pas de façon officielle, pas de façon traçable, mais efficacement. L'objectif était simple, dévastateur. Créer une déferlante médiatique internationale d'une telle ampleur qu'il serait absolument impossible pour Zelensky, pour ses alliés, pour qui que ce soit, de revenir en arrière, de minimiser, de démentir, de noyer le poisson. La confrontation de Bruxelles n'était pas juste une confrontation diplomatique. C'était le détonateur d'une opération mondiale soigneusement orchestrée. Quand le cornu lance son offensive contre Zelensky dans la salle de réunion du Conseil européen, à ce moment précis, pas 1 seconde avant, pas 1 seconde après, les 3 bombes journalistiques se déclenchent simultanément, comme prévu, comme calculé. L'effet de saturation médiatique était le plan depuis le début. Maximiser l'impact, rendre toute contre-attaque ukrainienne impossible. Parce qu'on ne peut pas démentir 3 rédactions indépendantes dans 3 pays différents en même temps. On ne peut pas noyer 3 tsunamis à la fois. Et dans les heures qui suivent, la confrontation de Bruxelles, les révélations tombent à un rythme infernal, une après l'autre, sans répit, sans respiration. Le Canard enchaîné lâche les détails complets de l'audit français. 9-7 milliards d'euros d'aide française détournés, avec les mécanismes, avec les noms, avec les montants précis. The Guardian publie des photos satellites, des propriétés de Zelensky, aux États-Unis, aux Émirats, des images que tout le monde peut voir, que personne ne peut nier. Le Washington Post révèle que 40% de l'aide militaire américaine n'arrivait jamais sur le front ukrainien. 40%. L'angle américain pour l'opinion américaine, dévastateur. L'effet sur l'image de Zelensky, catastrophique. En quelques heures seulement, le héros de la résistance ukrainienne, l'homme en t-shirt vert, symbole du courage face à Poutine, se transforme dans l'opinion publique occidentale en quelque chose de très différent. Un oligarque, corrompu, qui s'est enrichi sur le dos de son peuple en guerre. La transformation est brutale, totale, irréversible. Les sondages européens s'effondrent en temps réel. Et en France, le chiffre qui résume tout, l'opposition à l'aide ukrainienne, passe de 33% à 60% en 1 semaine. 1 semaine. De 33 à 60 en 7 jours. Le mythe venait de mourir. Mais l'impact le plus dévastateur, le plus profond, le plus structurellement destructeur pour Zelensky, il n'était pas en France, il n'était pas en Europe. Il était en Ukraine même. L'opposition ukrainienne. Muselée depuis 3 ans, écrasée, intimidée, réduite au silence depuis le premier jour du conflit au nom de l'unité nationale, elle sort enfin de son silence. Porochenko, l'ancien président, l'adversaire historique de Zelensky, organise une conférence de presse explosive. Pas pour nuancer, pour exiger. La démission de Zelensky, des élections anticipées, maintenant. Klitschko, le maire de Kiev, l'ancien champion du monde de boxe, l'homme que tout le monde respecte dans ce pays, appelle à ce qu'il nomme une épuration démocratique du pouvoir ukrainien.
Ces mots, dans la bouche de Klitschko à Kiev, Tymoshenko, l'ancienne première ministre, la femme aux tresses iconiques, figure historique de la politique ukrainienne, dénonce publiquement ce qu'elle appelle la mafia Zelensky qui saigne l'Ukraine à blanc. Mais le plus grave, le plus alarmant pour un pays en guerre, vient de l'armée. Plusieurs généraux publient une lettre ouverte, ensemble, publiquement, critiquant l'enrichissement scandaleux des dirigeants pendant que leurs soldats manquaient de munitions sur le front. Des généraux ukrainiens, en pleine guerre, qui critiquent publiquement leur commandant en chef. Et puis Zaloujny, le général Valéry Zaloujny, l'ancien commandant en chef limogé par Zelensky quand il était devenu trop populaire, parle depuis Londres. Et il dit ces mots que personne n'avait encore osé prononcer officiellement. La corruption au sommet de l'État ukrainien est devenue un problème de sécurité nationale. Un problème de sécurité nationale, dit par l'ancien commandant en chef, pendant la guerre. Et dans les rues ukrainiennes, la colère explose. À Kiev, 200 000 personnes descendent pour exiger la démission de Zelensky. 200 000 dans une ville en guerre, à Kharkiv, à Dnipro, à Odessa. Des milliers brandissent des pancartes « Zelensky voleur, rendez notre argent ». C'était la plus grave crise politique qu'avait connue l'Ukraine depuis le premier jour de l'invasion russe. Et elle venait d'être déclenchée par 6 minutes à Bruxelles. Face à la tempête. Et c'était une tempête totale, tous azimuts, sans précédent. Zelensky tente de sauver ce qui peut encore l'être. Il lance une série d'interviews, en urgence, pour rétablir la vérité, dit-il. Mais ses explications sur son patrimoine immobilier, fumeuses, contradictoires, jamais vraiment convaincantes, ne convainquent personne. Pas les journalistes, pas l'opinion publique, pas ses alliés, personne. Il ressort l'argument ultime, celui du dernier recours, celui qu'il a utilisé 100 fois. La France fait le jeu de Poutine. Sauf que cette fois, la phrase sonne creux, complètement creux. Parce que face aux preuves accablantes de corruption, face aux documents bancaires, aux photos satellites, aux rapports d'audit, l'accusation ne tient pas. Elle rebondit, elle tombe à plat. Et puis, coup après coup, les alliés commencent à prendre leur distance. Biden. Joe Biden le soutient inconditionnel. L'homme qui avait promis un appui sans faille à l'Ukraine jusqu'au bout déclare publiquement qu'il est préoccupé par certaines révélations et qu'il réclame une enquête approfondie. Biden, qui réclame une enquête sur Zelensky. Macron apporte son soutien total à Le Cornu, sans ambiguïté. La France, dit-il, a le devoir de protéger l'argent des contribuables français. Et puis le signal le plus symbolique de tous, le plus dévastateur diplomatiquement. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la première fois en 3 ans, Zelensky n'est pas invité au sommet des grandes puissances. Pas invité, mis à l'écart. Exclu. Un diplomate américain sous couvert d'anonymat a résumé le sentiment général avec une brutalité désarmante. Zelensky n'est plus crédible. Sa corruption l'a disqualifié aux yeux de ses alliés. Disqualifié. Ce mot. Pour un chef d'État en temps de guerre, c'était terminé. La mise à l'écart internationale de Zelensky, symbolique, diplomatique, humiliante, eut des conséquences concrètes, immédiates, dramatiques. Les chiffres sont brutaux. L'aide occidentale à l'Ukraine chute de 75% en 6 mois. 75% en 6 mois. Les États-Unis suspendent leur livraison d'armes en attendant des garanties contre la corruption, disent-ils officiellement. L'Union européenne gèle ses fonds de reconstruction. Et même la Pologne voisine, directe, alliée, traditionnelle, premier rempart contre toute menace venue de l'Est, réduit drastiquement son soutien. Quand la Pologne lâche, vous mesurez l'ampleur du séisme. Sur le terrain, les conséquences sont immédiates et cruelles. Les soldats commencent à manquer de munitions, de carburant, d'équipements médicaux. Les généraux ukrainiens, plusieurs d'entre eux, accusent publiquement Zelensky d'avoir sacrifié la défense du pays pour son enrichissement personnel. Des généraux, en temps de guerre, qui accusent leur commandant en chef d'avoir sacrifié le pays. Et dans ce contexte catastrophique pour l'Ukraine, dans ce chaos total, Le Cornu se détache, comme une évidence, comme le grand vainqueur incontestable de cette confrontation. Sa popularité en France, elle atteint des sommets qu'on n'avait jamais vus pour un Premier ministre.
80% d'opinions favorables selon Ipsos. 80, jamais vu, historique. En Europe, il est désormais perçu comme le dirigeant qui a osé, qui a dit non, qui a refusé de fermer les yeux sur les dérives ukrainiennes quand tout le monde regardait ailleurs. Et lors de sa tournée européenne en juillet, la confirmation définitive de cette stature nouvelle. Les journaux italiens écrivent simplement, sans fioriture, « Le Cornu défend nos intérêts ». Nos intérêts. Pas les intérêts français, nos intérêts européens. À tous. Budapest, septembre 2026, sommet européen. Et là, c'est la consécration totale. Tous les dirigeants européens se tournent vers le Cornu pour définir la nouvelle politique de l'Union européenne envers l'Ukraine. Pas vers Berlin, pas vers Bruxelles, vers lui. Parce qu'entre-temps, et c'est là que l'histoire bascule définitivement, Zelensky a été contraint à la démission. La pression populaire. L'abandon de ses soutiens occidentaux. La combinaison des deux a eu raison de lui. Celui qui se croyait intouchable, indispensable, irremplaçable, est parti. Son successeur, Ruslan Stefanchuk, président du Parlement ukrainien, a dû accepter des conditions draconiennes pour espérer rétablir l'aide occidentale. Audit permanent des fonds européens par des organismes indépendants, limitation stricte des salaires des dirigeants ukrainiens, transparence totale sur le patrimoine de tous les responsables politiques. C'est-à-dire exactement ce que le Cornu avait exigé. Mot pour mot. 1 an après Bruxelles, 1 an seulement, l'Ukraine a changé de visage, radicalement, profondément. Et Zelensky est en exil, à Miami, dans une de ses villas, celle achetée avec l'argent de l'aide occidentale. L'ironie est tellement parfaite qu'elle leur devient presque douloureuse. Plusieurs de ses proches collaborateurs sont poursuivis pour corruption par les nouvelles autorités ukrainiennes. L'oligarchie qui avait prospéré sur la guerre, qui s'était enrichie sur le dos des soldats, des réfugiés, des contribuables européens, est en déroute totale. Et le grand gagnant de cette révolution ukrainienne, incontestablement sans discussion possible, c'est le Cornu. L'homme qui avait osé dire non. Dans une salle de conférence à Bruxelles, face à des caméras, face à l'opinion mondiale, face à tout ce que la pression diplomatique peut produire de plus intense, cet homme est devenu le leader moral de l'Europe. Celui vers qui on se tourne quand les décisions sont difficiles, quand la vérité est inconfortable, quand la facilité serait de dire oui et que le courage, le vrai, c'est de dire non. 6 000